Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de première spé, les réactions d'oxydoréduction. Bon, je sais, le nom a l'air un peu barbare, mais vous allez vite comprendre que c'est un mécanisme chimique super logique et qu'on le croise absolument partout. Prêt? On y va? Pour se mettre dans le bain, on commence avec une image que tout le monde connaît. Les toits de Paris. Ils sont presque tous en zinc. On aurait pu mettre de l'acier, ça coûte moins cher, mais l'acier, ça rouille. Le zinc, lui, a l'air de tenir le coup. Mais alors, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que ce métal, qui est exposé non-stop à la pluie et à l'air, arrive à protéger les charpentes au lieu de se dégrader? Voilà notre problématique scientifique. Quel est le mécanisme secret qui permet au zinc de se sacrifier pour protéger le reste du bâtiment? La réponse, en fait, elle se cache dans un échange, un transfert de particules minuscules et invisibles qu'on va apprendre à décoder ensemble. Allez, pour résoudre ce mystère, on va devoir zoomer au niveau atomique et s'intéresser au rôle clé, mais un peu caché, des électrons. C'est vraiment là que toute l'action se passe. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Le premier personnage de notre histoire, c'est l'oxydant. Alors, un oxydant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une espèce chimique qui a, disons, très fin d'électrons. Son but dans la vie, c'est d'en attraper, d'en capter. C'est un voleur d'électrons, si vous voulez. Retenez bien ce verbe, capter ou gagner. Et forcément, s'il y a un capteur, il faut qu'il y ait en face un donneur. C'est notre deuxième personnage, le réducteur. Lui, à l'inverse, il a des électrons à donner, à céder. Donc on a un duo, l'un qui capte, l'autre qui cède. Une réaction d'oxydoréduction ne peut avoir lieu que si ces deux partenaires sont là. Et ce qui est super important de comprendre avec ce schéma, c'est qu'un oxydant et un réducteur ne sont pas toujours deux espèces totalement différentes. Souvent, ils forment ce qu'on appelle un couple qu'on note OX/RED. En fait, c'est la même entité chimique, mais sous deux formes. Le réducteur, c'est la forme qui possède les électrons et qui peut les perdre. Et s'il les perd, il devient l'oxydant. Et inversement, l'oxydant peut capter des électrons pour redevenir le réducteur. Ils sont liés, on dit qu'ils sont conjugués. Alors, pour pas s'embrouiller avec le vocabulaire, quand le réducteur fait son travail, c'est-à-dire qu'il perd ses électrons, on dit qu'il subit une oxydation. Logique, le réducteur s'oxyde. Et à l'inverse, quand l'oxydant gagne des électrons, on dit qu'il subit une réduction. L'oxydant est réduit. C'est vraiment le cœur du mécanisme, il faut que ce soit clair. Bon, maintenant qu'on a les définitions, on passe à la pratique. En chimie, on ne fait pas de longs discours, on modélise avec des équations. Et pour le bac, la compétence indispensable, c'est de savoir écrire et équilibrer ce qu'on appelle une demi-équation électronique. On va voir comment faire. Et pour ça, il y a une méthode en 5 étapes. C'est comme une recette de cuisine, si on la suit dans l'ordre, ça marche à tous les coups. 1. On écrit l'oxydant et le réducteur de chaque côté. 2. S'il y a des atomes d'oxygène en trop d'un côté, on équilibre en ajoutant des molécules d'eau H2O. 3. Ça fait apparaître des hydrogènes, donc on équilibre avec des ions H+. 4. L'étape cruciale, on équilibre les charges électriques en ajoutant des électrons. Et enfin, la petite touche finale, on précise les états physiques. Allez, un exemple concret, c'est toujours mieux. Prenons le couple de l'ion permanganate, MnO4-, un oxydant très connu, et l'ion manganèse, Mn2+. On applique la recette. On a 4 oxygènes à gauche, donc on ajoute 4 H2O à droite. Ça nous donne 8 hydrogènes à droite, donc on ajoute 8 H+ à gauche. Et maintenant, le plus important, les charges. À gauche, on a une charge -1 pour MnO4- et 8 charges +1 pour les 8 H+. Au total, ça fait -1 + 8, soit +7. À droite, on a juste Mn2+, soit une charge de +2. Pour passer de +7 à +2, il faut bien ajouter 5 charges négatives, donc 5 électrons, et on les met toujours du côté de l'oxydant. Vous voyez, c'est juste de la méthode. Ok, donc ça, c'était une demi-équation. Une vraie réaction d'oxydoréduction, en fait, c'est la rencontre entre deux couples. L'oxydant d'un premier couple va réagir avec le réducteur d'un deuxième couple. On va donc devoir combiner nos deux demi-équations, une qui va dans le sens de la réduction et l'autre dans le sens de l'oxydation. Et là, il y a une règle d'or, la règle la plus importante. Les électrons ne se baladent pas librement dans la solution. Ça veut dire que le nombre d'électrons qui sont cédés par le réducteur doit être strictement égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. C'est un échange équilibré. Donc, avant de tout additionner, on va parfois devoir multiplier une ou les deux demi-équations par un coefficient pour que le nombre d'électrons soit le même des deux côtés et qu'ils puissent s'annuler. Les électrons, c'est notre outil de travail, mais ils ne doivent jamais, jamais apparaître dans l'équation finale, l'équation bilan. Bien, la théorie, c'est fait. La méthode aussi. Maintenant, revenons un peu sur Terre. Concrètement, ça sert à quoi tout ça? Eh bien, vous allez voir, ces réactions sont au cœur de notre quotidien.
Et voilà, on peut enfin résoudre notre énigme des toits de Paris. En fait, le zinc est simplement un meilleur réducteur que le fer. Donc, quand l'oxygène de l'air, qui est un oxydant, vient attaquer le toit, c'est le zinc qui va réagir en premier. C'est lui qui va céder ses électrons et s'oxyder. Il se sacrifie en quelque sorte pour que le fer de la charpente, lui, reste intact. On appelle ça une protection cathodique. Malin, non? Un autre exemple que vous connaissez forcément, l'éthylotest. Le fameux ballon qui change de couleur, c'est de l'oxydoréduction pure. L'éthanol qu'on souffle est un réducteur. Il réagit avec une substance oxydante orange, les ions dichromates. Et cette réaction produit des ions chrome 3 qui, eux, sont de couleur verte. Le changement de couleur, c'est la preuve visible que la réaction a eu lieu. Et là, juste pour le plaisir, une des plus belles expériences de chimie, l'arbre d'argent. On plonge un fil de cuivre, notre réducteur, dans une solution qui contient des ions argent, notre oxydant. Et là, presque instantanément, le cuivre donne ses électrons aux ions argent. Ces ions deviennent alors de l'argent métallique solide qui se dépose sur le fil et forme de magnifiques cristaux qui ressemblent à un arbre gelé. C'est une réaction redox qu'on voit se dessiner sous nos yeux. Parfait. Bon, pour terminer, on se met en mode préparation du bac, on synthétise tout ça pour que ce soit bien clair le jour de l'épreuve. C'est le moment de prendre quelques notes, si ce n'est pas déjà fait. Ce schéma, c'est votre aide-mémoire visuelle. Il résume absolument toute la logique. Le réducteur donne des électrons, il subit une oxydation. L'oxydant les accepte, il subit une réduction. Si vous avez ce schéma en tête, vous ne pouvez pas vous tromper. Et voici la checklist à avoir le jour J. Premièrement, on lit bien l'énoncé pour identifier les couples. Deuxièmement, on prend son brouillon et on écrit tranquillement les deux demi-équations, séparément. Troisièmement, on vérifie la double conservation. Les atomes, mais surtout les charges, c'est l'erreur la plus classique. Quatrièmement, on s'assure que les électrons ont bien disparu de l'équation bilan. Et enfin, le petit détail pour grappiller des points, on n'oublie pas d'indiquer les états physiques. Allez, avant de se quitter, un petit test pour être sûr que tout est bien en place. Question simple, vrai ou faux? Dans une oxydation, une espèce chimique gagne des électrons. Je vous laisse une seconde pour réfléchir. La réponse est faux, bien entendu. Une oxydation, c'est une perte d'électrons. C'est le réducteur qui est oxydé. Si vous avez eu bon, c'est que vous avez tout compris. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve très vite pour un nouveau chapitre.